Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir ? Alors parlons vrai ce matin avec Valérie Hayé, députée européenne, tête de liste Renaissance Modem Horizon aux élections européennes. Valérie Hayé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Besoin d'Europe, c'est le slogan, enfin votre affiche, quoi. Nous avons besoin d'Europe, si j'ai bien compris. Vous avez besoin d'Europe. Votre programme sera présenté dans la matinée. Quelle Europe voulez-vous, Valérie Hayé ? Oui, nous avons besoin d'Europe. Je veux une Europe puissance. Une Europe capable de protéger les Français et les Européens dans un monde en chamboulement, en plein chamboulement. On le voit, l'Europe est menacée par des puissances extérieures, je pense notamment à la Russie. L'Europe est menacée aussi dans le cadre d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a un risque de perte de compétitivité et de rester sur le bord du chemin de la concurrence mondiale. L'Europe et les valeurs européennes sont aussi menacées en notre sein, avec des partis politiques ou des gouvernants en Europe qui veulent détruire ce qui fait le fondement de nos démocraties. Et donc l'Europe que je porte est une Europe puissance qui nous permette de nous protéger de concurrence extérieure. C'est une Europe qui nous permette de tenir la corde dans le jeu de la mondialisation, une Europe innovante, et puis une Europe qui protège nos valeurs, et notamment les droits des femmes, et nous porterons notamment l'inscription dans la Charte européenne des droits fondamentaux du droit à l'IVG. Donc puissance, prospérité et valeurs. Bien, Valérie Hayé, voilà qui est défini à l'image de ce que vous venez de dire, à l'aune de ce que vous venez de dire, nous allons pouvoir décliner maintenant. Bien, alors, d'abord, vous partagez l'affiche de campagne de votre liste avec Emmanuel Macron. Notre projet est-il écrit ? Cette élection européenne n'est-elle pas pour beaucoup un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ? Franchement. C'est ce que je dis aux Français dans cette campagne. Il ne s'agit pas de refaire le match de 2022 ou de faire le match de préparer le match de 2027, comme beaucoup de mes adversaires dans cette campagne le voudraient. Non, l'enjeu, il est important. On est dans un moment de bascule et les décisions que nous prendrons pour l'Europe, elles seront décisives. Donc cette élection, c'est quelle Europe on veut, dans quelle mesure on répond aux problématiques sur la lutte contre le changement climatique, sur l'immigration, sur comment on se protège dans la guerre. C'est ça l'enjeu de cette élection. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera présent à votre meeting demain soir ? Emmanuel Macron s'impliquera dans la campagne de toute évidence. Il s'impliquera dans la campagne au moment où il l'aura décidé. Mais il sera là, il viendra sur scène avec vous ? Je le redis, il s'impliquera dans la campagne, assurément. Quant à Gabriel Attal, lui aussi va s'impliquer, si j'ai bien compris, dans un débat avec Jordan Bardella. La semaine prochaine, je crois. Le Premier ministre s'est impliqué depuis le premier jour dans la campagne, du jour de mon investiture. Donc tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement est mobilisé. 31, mais tout va très bien. Alors moi, je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite aussi haut dans les sondages. C'est une évidence. Et quand on défend l'Europe, le combat pour l'Europe, c'est aussi le combat contre l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, aujourd'hui, même si elle a apparemment de façade changé de visage, le projet, il est toujours le même. Évidemment, on ne parle plus de Brexit. Bah oui, parce que c'est pas très populaire et ça fait peur aux Français. Mais le projet de l'extrême droite, c'est un projet de détricotage de l'Union européenne. C'est une évidence. C'est un projet de Frexit en pièces détachées. Et c'est un projet aussi de division de nos sociétés. Donc moi, je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite si haut dans les sondages. Et puis, la campagne que je mène, je suis avec vous ce matin, mais c'est une campagne de terrain. C'est une campagne de terrain. Et moi, ce que je vois, c'est des Français qui commencent à se mettre dans la campagne, qui ont cette perception et cette sensibilité du besoin d'Europe, et la dynamique, je la vois et elle est bonne. Bien, besoin d'Europe. Elle est bonne, la dynamique, nous verrons le 9 juin. Sur le terrain. Nous verrons sur le terrain et nous verrons le 9 juin. Parlons d'Europe. L'Europe et la Chine. Xi Jinping, le président chinois, est en France. Totalitarisme, impérialisme chinois, déportation, viol, emprisonnement, épuration des Ouïghours, des Tibétains. Est-ce que la Chine commet un génocide contre les Ouïghours ou pas ? Le Parlement européen a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet à plusieurs reprises. Qu'en pensez-vous ? Alors, je vous le dis à titre personnel, vous l'avez décrit, quand on parle d'internement, quand on parle de stérilisation forcée, d'effacement de la langue et de la culture, c'est à la justice de faire son travail et de qualifier, mais oui, très probablement,
on peut penser qu'il s'agit Vous pensez que la Chine génocide. commet un génocide contre les Ouïghours? La situation des Ouïghours est insupportable en Chine. Nous avons au Parlement européen eu l'occasion à plusieurs reprises d'adopter des résolutions condamnant la situation des Ouïghours et c'est la raison aussi pour laquelle il faut avoir un dialogue de vérité avec le président chinois. Donc la Chine L'exigence de commet rapport de force. un génocide. Je vous le redis, c'est à la justice internationale de trancher. Je vous le dis. Vous le pensez à titre personnel? Oui, mais c'est à la justice internationale de trancher. Je ne suis pas qualifiée pour ça. Évidemment. Je le redis, le Parlement européen a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Oui, mais à titre personnel, vous le pensez. On est bien d'accord. Bien. Un mandat d'arrêt international doit-il être lancé contre Xi Jinping? Là encore, Monsieur Bourdin, c'est la justice internationale qui doit faire son travail. Moi, je suis responsable politique européenne. Nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion d'adopter des résolutions pour alerter sur la situation des Ouïghours. Et nous nous sommes mobilisés, notamment pour interdire le travail forcé. Nous avons adopté une législation il y a quelques semaines au Parlement européen. Et c'est aussi l'une des réponses que nous pouvons... l'un des leviers d'action que nous pouvons avoir au niveau européen. La Chine envahit l'Europe avec ses véhicules électriques, ses panneaux solaires, ses biens d'équipement, ses éoliennes. L'Europe doit-elle taxer plus fortement les produits chinois, mettre en place des quotas d'importation et des barrières douanières? Oui ou non? On a été trop naïfs avec la Chine pendant trop de temps. Naïve, mais de manière générale, pendant longtemps, l'Europe a été ouverte aux 4 vents. On considérait que le commerce international allait garantir la paix dans le monde. On voit que ça n'est pas le cas. On a découvert à l'occasion de la crise sanitaire... Personne ne respecte les règles du commerce international. Ni les Chinois, ni les Américains. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. On a découvert à l'occasion de la crise sanitaire de manière assez brutale qu'on était dépendant de la Chine ou par exemple de l'Inde, en tout cas de l'Asie, pour nos médicaments, par exemple. Et on voit que il y a quelques années... L'Europe a été naïve à tel point qu'elle a sapé sa propre filière du photovoltaïque en laissant notre marché inondé par des panneaux photovoltaïques chinois sursubventionnés. Aujourd'hui, on est en train de changer de braquet. La Chine on avait laissé acheter le port du Pirée en Grèce par la Chine. On a entre-temps changé de braquet, on a mis en place un mécanisme de filtrage des investissements étrangers pour s'assurer que sur les biens qui sont stratégiques pour l'Union européenne, on puisse avoir un droit de regard. On a mis en place pendant longtemps, il n'y avait pas et là il faut encore qu'on y travaille, mais il n'y avait pas nécessairement de réciprocité dans l'accès au marché public. C'est-à-dire qu'on laissait les Chinois accéder à tous nos marchés publics sans réciprocité. On est en train de changer la donne avec une nouvelle législation en la matière. Sur les voitures électriques, nous avons demandé à l'Europe d'engager une enquête pour vérifier, parce qu'on respecte le droit international, nous, pour s'assurer, pour vérifier si oui ou non, les voitures chinoises sont sursubventionnées. Mon sentiment, il est assez clair, je pense que l'enquête arrivera à un oui. Et donc ça veut dire qu'il faut... Oui. Il faut engager le rapport de face. Alors, je suis favorable à ce que l'enquête aille jusqu'au bout, et en fonction à ce qu'on mette en place des mesures tarifaires pour aussi protéger notre industrie. Les droits de douane. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un bouclier commercial européen, c'est-à-dire réciprocité, préférence européenne, et oui, en cas d'agression commerciale de la part de partenaires, entre guillemets, eh bien, nous devons assumer et avoir des tarifs douaniers qui soient aussi... qui permettent de lutter et de contrer ces agressions, bien sûr. Vous parliez d'Europe puissance. Europe puissance. Une Europe plus puissante, est-ce une Europe fédérale? Alors le mot fédéral est un gros mot en France parfois. Personne n'emploie. Si vous me demandez, Valérie Hayet. Si vous me demandez s'il faut davantage, la difficulté, il y a 2 gros mots. C'est un gros mot. Non, laissez-moi terminer. Il y a 2 gros mots en France. Libéralisme et fédéralisme. Qui sont perçus par certains. Non, moi je vous dites qu'il y a 2 gros mots en France. Mais en fait, la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Si, on peut parler du libéralisme après, si le fédéralisme, c'est vouloir davantage d'intégration européenne, c'est transférer davantage de compétences à l'Union européenne. Par exemple, sur la question de la santé. On l'a fait à l'occasion de la crise sanitaire. La santé n'était pas une compétence européenne. Avec la crise sanitaire, les États se sont organisés, on a transféré, on a demandé à l'Europe de s'occuper de la stratégie vaccinale. Si être fédéraliste, c'est appeler à sortir de la règle de l'unanimité sur certaines décisions qui créent des blocages et qui offrent des opportunités de veto,
un certain nombre de responsables politiques. Si être fédéraliste, c'est vouloir avancer sur une défense européenne commune, soutenir nos industries européennes de la défense. Si c'est accélérer ensemble sur l'innovation et sur ce que doit être l'Europe demain en matière d'intelligence artificielle, alors oui, je suis fédéraliste. Et effectivement, en France, on a des visions très différentes de ce qu'est... jusqu'à des États-Unis d'Europe ou je ne sais pas moi, un président européen, la question pour moi... En fait, je suis un rôle plus fort donné au Parlement européen. Ah bah, alors ça, vous me trouvez toujours de votre côté s'il s'agit de donner un rôle plus fort. Non, mais moi, je non, mais pas de la côté, question, c'est pas tant. Pour moi, la question, c'est pas tant le mot, ou c'est pas tant l'idée. C'est comment on fait pour que l'Europe, elle soit. C'est plus d'Europe. Quoi. Oui, c'est ça. Mais comment on fait pour que l'Europe, elle soit mieux protectrice des Français et des Européens. Et donc, ça veut dire de l'intégration européenne, évidemment. Évidemment. Bien, la défense commune. Que proposez-vous concrètement ? Est-ce qu'il faut imposer aux pays de l'Union européenne l'achat de matériel européen quand ils existent ? Et je pense aux avions, je pense, je ne sais pas moi, aux canons français, je pense aux missiles, je pense aux chars. Est-ce qu'il faut imposer aux membres de l'Union européenne des achats européens ? C'est un sujet fondamental. Oui. Dans les achats de matériel. C'est fondamental, mais oui ou non ? Oui, oui. Vous le proposez ? Oui, je le propose et je le porte. C'est la fameuse préférence européenne qu'il faut assumer, notamment dans l'industrie européenne de défense. Pendant trop longtemps, et encore un peu aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est la tentation de certains de nos amis en Europe de se dire le parapluie américain sera toujours là, et puis les Américains, on a une relation privilégiée, et donc on va acheter américain. Et d'ailleurs, dans les équipements militaires qu'on a achetés en commun pour les Ukrainiens, les 2/3 étaient d'origine américaine. Donc c'est évidemment pas tolérable parce qu'il faut qu'on crée notre propre dépendance. Et nos armes aux étrangers, non pas aux Européens. Donc la priorité, c'est de soutenir notre base industrielle de défense, accélérer, soutenir financièrement et entrer dans cette économie de guerre, et 2, assumer la préférence européenne. Il faut qu'on accélère sur les budgets. Aujourd'hui, les États-Unis mettent chaque année 800 milliards d'euros par an dans leur industrie de défense. On en est, nous, tout confondus en Europe, dépenses nationales plus dépenses européennes à 270 milliards d'euros. Donc je propose qu'on triple le budget européen dédié à la défense et effectivement qu'on assume cette préférence européenne. Et partager la dissuasion nucléaire française avec nos alliés européens ? Alors il y a eu beaucoup de polémiques stériles, à mon sens, sur cette question. Le président de la République n'a fait que confirmer, rappeler la doctrine de la France depuis le général de Gaulle sur cette question. Il a rappelé que les intérêts vitaux de la France dépassaient les frontières nationales et que l'Europe, l'Union européenne, correspondait aussi aux intérêts vitaux de la France. Et évidemment qu'on ne va pas partager la décision. On ne va pas appuyer à 27 sur le bouton nucléaire. La décision et le financement resteront français et à la main du président de la République. Le financement restera français. On doit sortir d'ailleurs ce financement des règles de Maastricht, peut-être. Non vous savez qu'on a très récemment revu les règles du pacte de stabilité et de croissance avec les deux jambes, c'est-à-dire qu'il faut investir, réduire les dépenses là, elles doivent être réduites pour juguler la dette, mais investir sur les éléments stratégiques. Faut-il sortir nos dépenses consacrées à la dissuasion nucléaire ? Ça fait partie des dépenses. Oui, c'est ce que proposait Jacques Chirac déjà. Oui. Mais en tout état de cause, sur les questions budgétaires, la philosophie qu'on doit avoir, c'est investissement. L'Europe, on a beaucoup régulé, et je suis députée européenne, donc comme tous les députés européens, nous avons régulé, fait des lois, c'était important. Sur, par exemple, le pacte vert, sur la régulation des géants du numérique. Maintenant, il faut qu'on accélère sur l'investissement. Nos concurrents investissent et surinvestissent, nos concurrents internationaux. Il faut qu'on mette le paquet, et moi je propose un choc de compétitivité et d'investissement à hauteur de 1 000 milliards d'euros dans les investissements qui sont stratégiques. Je pense au spatial, je pense au numérique, par exemple à la santé aussi. Est-ce que l'Europe doit cesser d'aider militairement Israël ? Alors sur cette question-là et sur la question d'Israël, alors je voudrais évidemment rappeler la position qui est la mienne et qui est la nôtre. Les attaques du 7 octobre sont innommables et Israël a le droit de se défendre. Israël doit aussi respecter le droit international humanitaire et la situation à Gaza aujourd'hui est insupportable. Crime de guerre. Moi, quand j'entends à Gaza. Là encore, c'est pas à moi de qualifier ça, Monsieur Bourdin. Mais en tout cas, je vous dis que la situation humanitaire, elle est. Vous ne qualifiez pas. Non, c'est que je suis pas. Non, mais Monsieur Bourdin, moi, j'ai beau avoir une formation de juriste. Je ne vous parle pas de génocide. J'ai beau avoir une formation de juriste, je ne suis pas qualifié. Commet des crimes de guerre à Gaza. Moi, ce que je vous dis, c'est que la situation aujourd'hui à Gaza est intolérable et que la justice devra faire son travail, de toute évidence. C'est-à-dire
examiner une enquête internationale pour voir quelles sont les responsabilités sur la situation humanitaire à Gaza. S'agissant des armes, moi j'ai entendu certains de mes concurrents, par la voix de leur parti politique, dire qu'il fallait arrêter de livrer des armes, y compris de défense à Israël. C'est-à-dire qu'on interdirait à Israël le droit de se défendre, y compris en cas d'attaque d'un pays voisin et de l'Iran. Donc évidemment que cette position-là, elle est pas acceptable. Est-ce que la France doit reconnaître un État palestinien ? Je vous dis ça parce que de nombreux pays européens vont le faire dans les semaines qui viennent. Est-ce que la France doit le faire maintenant ? Est-ce qu'il est temps ? La position de la France est claire sur la solution à 2 États, c'est une évidence. Et la solution politique est nécessaire pour régler le conflit aujourd'hui. Après, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, c'est à la France de... Vous êtes quand même tête de liste. Oui, mais moi je vous dis, je suis évidemment favorable à la solution à 2 États. Oui, donc c'est la seule solution qui permet. C'est la seule solution. Palestinien, ça paraît évident, non ? Oui, mais alors après, quel est le bon moment dans les négociations ? C'est évidemment à la diplomatie française et européenne de le décider, mais bien sûr, solution à 2 États de toute évidence. Bien, universités, grandes écoles, lycées peut-être bloqués en France. Est-ce que le gouvernement doit interdire les manifestations pro-palestiniennes ? Ce qui se passe aujourd'hui, vous faites référence notamment à Sciences Po, je trouve, et pas que, est extrêmement préoccupant parce que je vois que ce sont des pratiques qui se sont développées aux États-Unis et on importe des États-Unis des mouvements de mobilisation qui ne correspondent pas à ce que nous défendons, nous, en termes de valeurs, dans ce qui doivent être les écoles de la République. Donc, Sciences Po a été bloqué, les blocages ont été levés. Ça n'est pas à une institution de se positionner dans le cadre d'un conflit international comme celui-là. Donc moi, j'en appelle à ce que Sciences Po et d'autres écoles restent ce qu'elles sont, à savoir des écoles de la République, des écoles du dialogue, du partage, de l'échange. Et puis j'en appelle à la responsabilité, et on évacue s'il y a blocage, et j'en appelle à la responsabilité aussi des partis politiques, puisqu'on voit bien l'instrumentalisation de certains partis politiques, et notamment de l'extrême gauche, sur cette question. Bien, 2-3 questions économiques. Est-il normal qu'en Europe et en France, le travail soit plus taxé que le capital ? C'est normal ou pas ? En France, aujourd'hui... Je vais vous donner un petit exemple. Vous voulez, Valérie ? Allez-y. Ça va être très simple. Une personne qui gagne 1 million d'euros par son travail est taxée à 54%. Un actionnaire qui gagne 1 million d'euros de dividendes est taxé à 30%. Est-ce normal ? Est-ce juste ? Alors, ce qu'on peut faire au niveau européen sur cette question-là, alors il y a 2 choses. Il y a harmonisation, on le fait le plus possible, et convergence sociale et fiscale à l'échelle européenne. Ça fait partie, les questions fiscales et sociales font partie des questions les plus épineuses au niveau européen. Qui se règlent d'ailleurs sur les questions fiscales à l'unanimité. Aucune fiscalité commune. Détrompez-vous, on commence à changer. Vous voulez que je prenne le prix des cigarettes, par exemple ? On a porté à l'échelle... C'est un exemple de désunion européenne. Allons chercher, par exemple, ce sur quoi moi j'ai travaillé. Oui. L'impôt minimum sur les sociétés. On a essayé de le porter à l'échelle européenne, ça a été compliqué du fait de la règle de l'unanimité d'ailleurs. Et alors ça peut paraître contre-productif, mais en fait on a réussi à trouver, ça peut paraître contre-intuitif, pardonnez-moi, mais en fait on a réussi à trouver une solution en portant le débat à l'échelle internationale. Parce qu'on a réussi à avoir une position de consensus. Pour dire, on va taxer à l'échelle internationale les 100 plus grandes multinationales, dont les géants du numérique. 2, on va décider de mettre un impôt minimum sur les sociétés partout dans le monde. Et donc ça, on est en train aujourd'hui de le retransposer à l'échelle européenne, c'est-à-dire que demain, en Europe, on aura un impôt minimum sur les sociétés, ce qui nous évitera d'avoir un impôt sur les sociétés à 5 ou 7%. Vous mettez un impôt minimum sur les sociétés, mais vous ne mettez aucune taxe supplémentaire sur les super profits. Ça, c'est... Alors... J'ai vu qu'il y avait une certaine ambiguïté chez vous. Où est-ce que vous en êtes sur ce terrain ? Non, mais oui, je vous dis. La taxation sur les super profits. La taxation des super profits extraordinaires des énergéticiens, on l'a faite. Je l'ai même portée au Parlement européen. Et les autres. Mais on l'a faite. Ensuite, moi, je ne suis pas fermée. Mais je ne suis pas fermée à l'idée, mais simplement, il faut voir qu'est-ce que c'est qu'un super profit, comment on le détermine. Ça doit rester, à mon avis, exceptionnel. Donc, je ne suis pas fermée à ouvrir le débat, mais entre le dire par principe et la réalité de comment tout ça doit se dessiner et se travailler, c'est sérieux, quoi. Donc, oui, c'est sérieux, oui. Et par ailleurs, je pense qu'on doit l'Europe aussi... a besoin de financement pour ses investissements. Ça tombe bien parce que ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille au Parlement européen depuis 2019. Oui. C'est
ce qu'on appelle les ressources propres, c'est-à-dire comment on va mieux financer le budget européen sans aller ponctionner dans les caisses nationales. On fait contribuer ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôt aujourd'hui, les géants du numérique, les entreprises chinoises qui polluent. Demain, une taxe sur les transactions financières à l'échelle Emmanuel Macron, européenne. j'imagine, avec Xi Jinping. C'est déjà en place, on l'a voté. Bon. C'est la taxe carbone aux frontières, par exemple, qu'on a voté. Donc on a différentes sources possibles de financement. Et moi, je crois beaucoup aussi, pour financer nos grandes industries stratégiques, au fait d'aller chercher l'épargne des Européens et de permettre aux Français qui ont de l'épargne aux États-Unis. Effectivement, c'est assez j'allais dire assez dingue. Mais il y a une réalité aujourd'hui qui est que l'épargne des Européens finance la croissance des Américains. Exactement. Et donc, il faut qu'on puisse proposer aux Français et aux Européens un produit d'épargne qui leur permette de financer et d'investir dans les industries stratégiques européennes. C'est gagnant-gagnant. Et je crois aussi que, d'un point de vue symbolique, ça contribue aussi à l'identité européenne. Bien. Quelques mots quand même sur... j'ai vu, vous avez vu cette interview, elle m'a touché, Colombe, cette dame de 60 ans des Pyrénées-Orientales qui vote Rassemblement National, qui est au RSA, qui n'a plus de boulot, qui cherche du travail d'ailleurs, et qui était bénévole au Resto du Cœur. Elle a été plus ou moins écartée parce qu'elle vote Rassemblement National. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais essayer de joindre le responsable des Restos du Cœur, mais elle n'en peut plus. Le Rassemblement National récolte votre inefficacité, pas vous, mais vos amis politiques, votre inefficacité depuis tant d'années. Et elle n'en peut plus, comme beaucoup de Français, sur le terrain de la sécurité. Dans le domaine social, mais aussi dans le domaine purement sécuritaire, la délinquance, la violence des mineurs. On le voit, il y a encore un mineur de 17 ans qui a été tué à Marseille. Alors, est-ce qu'il faut revenir sur l'excuse de minorité ? Alors, d'abord, évidemment, j'ai vu ce témoignage déchirant de Colombe. Oui. C'est votre échec. Je ne parle pas de vous, mais c'est votre échec. On a fait beaucoup, le président de la République, avec les gouvernements successifs, on fait beaucoup. On a un taux de chômage qui est le plus... beaucoup, mais le Rassemblement National progresse de mois en mois. Il n'empêche. Mais c'est si vous permettez, le chômage n'a jamais été aussi bas. L'attractivité est revenue. On a des industries qui se réinstallent en France. Ça, simplement, d'un point de vue tout à fait factuel, c'est ce que je veux dire. Ensuite, il y a des Français, et beaucoup de Français, qui triment dur, qui n'arrivent pas à trouver un emploi et qui vivent dans des situations terribles. Donc dire que le job est fini, bien sûr que non. Et il y a encore beaucoup à faire. Et Colombe, c'est le témoignage. Colombe, c'est le témoignage. Mais dans la vie des Français en ces temps. Je vous le redis, c'est des emplois de nouveau qui arrivent sur notre territoire. J'étais il n'y a pas très longtemps à Toulouse. Il y a une usine de production de paracétamol qui va s'ouvrir. C'est des emplois à la clé. Vous avez beau me dire non, mais si, c'est réalité. Ce sont des emplois à la clé. Le chômage n'a jamais été aussi bas, mais bien sûr, la situation économique reste difficile. L'inflation est là. On a mis en place le bouclier tarifaire. On a fait quoi qu'il en coûte. Mais il n'empêche, effectivement, la situation est difficile économiquement pour les Français. Et la situation de Colombe, elle est aussi le reflet du fait qu'il faut qu'on continue à créer des emplois, continue à mieux accompagner. Je voudrais aussi dire que moi, j'ai été conseillère départementale. Les allocataires du RSA, je les ai reçus. Je les ai reçus. Donc je pense aussi qu'il y a une responsabilité partagée. L'État, effectivement, doit être en soutien. Oui. Les élus locaux doivent accompagner Colombe. Et par ailleurs, pour revenir sur la question européenne, l'Europe distribue du Fonds social européen pour accompagner aussi les personnes qui sont sans emploi. Pour leur permettre de bénéficier de formation. Donc, je vous parlais d'excuses de minorité aussi, des problèmes sécuritaires, de la délinquance des mineurs. Est-ce qu'il faut revenir sur l'excuse de minorité ? Il y a débat au sein du gouvernement entre Gabriel Attal d'un côté et Éric Dupond-Moretti de l'autre. Gabriel Attal est plutôt favorable. Le garde des Sceaux, non. Moi, je laisse travailler le gouvernement sur cette question-là. Il est à la tâche. Il est à la tâche. Je vois malheureusement l'hyperviolence des jeunes. Qui s'accroît. Il y a une violence qui a toujours été là, mais elle est de plus en plus forte. Et la réponse, elle est multiple. La réponse, elle est effectivement sécuritaire. La réponse, elle est dans l'éducation, pour redoubler les moyens et renforcer les moyens attribués aux écoles, parce que c'est là que ça commence. La réponse aussi, elle est dans la responsabilité parentale. Et la réponse, elle est aussi dans la justice. Donc, c'est une réponse qui est complexe. Et moi, quand je vois
les oppositions, les extrêmes, notamment l'extrême droite, s'engouffrer dans chacun des drames que traverse la France, sans proposition concrète à la clé ou sans proposition réaliste à la clé. Mais parce qu'ils sont réels, ces drames. Mais bien sûr. L'exploitation politique est une chose. La réalité des drames. Bien sûr, et c'est insupportable. Ces drames, ils sont insupportables. Et le gouvernement est à la manœuvre pour apporter des réponses concrètes. Et ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, contrairement à ce que prétend l'extrême droite. Alors Valérie, j'ai une dernière question. Parce que ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Le nombre de fonctionnaires a augmenté en 7 ans. Les dépenses publiques représentent maintenant 57% de la richesse produite et l'endettement public a augmenté de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Est-ce que la France s'enlise ? Les chiffres que vous relevez, notamment sur la question de l'endettement public, c'est aussi le résultat du quoi qu'il en coûte. Parce qu'il a fallu protéger les Français. On a protégé les Français plus encore qu'ailleurs en Europe. Sur le bouclier tarifaire dont je vous parlais tout à l'heure, la facture des Français avec la guerre en Ukraine, menée par la Russie, elle a explosé, c'est une évidence. Quand on regarde dans nos pays voisins, je pense aux Pays-Bas par exemple, plus 953% de hausse de la facture d'électricité. Évidemment, l'inflation, elle a été difficile, mais simplement ce que je veux dire, c'est que les mesures prises par le gouvernement ont permis de réduire la difficulté pour les Français, même si elle est réelle. Donc, le quoi qu'il en coûte, il était nécessaire. Le bouclier tarifaire, il était nécessaire. Maintenant, on doit aussi s'engager dans la lignée des négociations qu'on a menées aussi à Bruxelles, sur les deux jambes. Réduire l'endettement, parce que, on le sait, il y aura d'autres crises. Il faudra qu'on puisse avoir les reins solides pour faire face à ces crises. Et puis investir, parce que c'est comme ça qu'on sera gagnant dans le jeu mondial. Merci Valérie d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h, vous réagissez évidemment 0826 300 300 comme vous avez l'habitude de le faire tous les jours, juste après les infos.